Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode concernant la mécanique du vol au niveau des avions de chasse. Petite série qui se prépare en ce moment, que je suis en train d'éditer donc pour votre plus grand plaisir. Voilà, aujourd'hui on va parler des bases entre guillemets, hein. On va vite fait survoler ça et rappeler un peu historiquement comment ça fonctionne, pourquoi ça vole un avion. Voilà, tout bêtement. Et on va petit à petit glisser tranquillement vers la suite de la série à la fin de cet épisode. Vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, pourquoi ça vole un avion? Et déjà, historiquement, comment et depuis quand est-ce qu'on cherche à faire voler les avions? Depuis très longtemps. Voilà, vous savez, Léonard de Vinci, il avait fait des trucs bizarres là, avec des pas de vis et des machins. Ensuite, à la Première Guerre mondiale, rapidement, la Première Guerre mondiale, excusez-moi, le débat entre Monsieur Clément Ader et Wilbur Wright, je vous laisse débattre de ça entre vous dans les commentaires, mais voilà, le premier vol d'un aéronef, d'un avion, en proprement parler, c'est-à-dire à voilure fixe et non pas à voilure tournante, même si dans le principe l'idée est la même, hein, sauf que là on fait tourner l'aile sur un hélico. La voilure fixe, ça date du début du XXe siècle, ok, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et très vite, en fait, l'avion s'est imposé comme étant une arme de choix dans le premier conflit mondial. Mais là, on n'en était qu'au balbutiement. C'est juste de la toile, du bois, des canons, et c'est parti. Nous, on va aller un petit peu plus vers la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Déjà, rappeler que quand on voit un peu une aile d'avion de la Seconde Guerre mondiale, elle est quand même relativement encore épaisse, quoique métallique, hein, ce coup-ci, les avions ne sont plus en bois, enfin une partie, hein. Certains avions russes le sont encore, mais ça c'est pour d'autres raisons. Mais la majeure partie des Warbirds sont en métal, d'accord, et possèdent un profil d'aile assez épais. Pourquoi? Parce que au tout début donc de l'aéronautique de combat, pour faire voler notre avion, eh bien, jusqu'à environ la Seconde Guerre mondiale, on était toujours dans le même principe. C'est-à-dire que nous avions une aile avec un profil entre guillemets standard, quoique calculé quand même en ingénierie, pour avoir une idée de la qualité de la portance de notre avion. Mais vous voyez que l'aile, ici, elle a une forme de goutte d'eau très allongée. Hein, d'accord? Qui plus est, on parlera ici d'incidence, oui, parce que si vous voulez faire voler votre avion, à un moment donné, il faut appliquer aussi une certaine incidence sur ce que l'on va appeler la corde de profil. La corde de profil, en fait, vous prenez ici le milieu de votre bord d'attaque et le milieu du bord de fuite, ça fait un trait entre les deux, et ce trait entre les deux, on appelle ça la corde de profil, voilà, tout simplement. Ce qui se passe pour faire voler notre avion, c'est qu'il faut faire avancer cette aile. Pourquoi ? Tout simplement qu'il faut impliquer une certaine vitesse pour appliquer ce que l'on appelle la loi de Bernoulli, qui dit que ce fluide que nous appelons de l'air, dans un domaine de vol que là on va appeler incompressible, eh bien il faut que votre air qui arrive ici, là, au départ de ce point-là, doit arriver en même temps ici. Comme l'air qui va se trouver au-dessus de l'aile a plus de distance à parcourir, il va devoir aller plus vite. Et en allant plus vite ici, il va créer ce qu'on appelle une dépression. Voilà, tout bêtement. Il y a plein de sites qui l'expliquent, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein. Ça c'est pas un mystère pour tout le monde. Et ça, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on l'a appliqué tout le temps. Et plus vous allez prendre d'incidence, plus vous allez avoir une grande portance jusqu'à un moment où on va arriver au décrochage. Le décrochage, c'est quand vous avez trop d'incidence, parce qu'à un moment donné, en fait, votre air ici décroche carrément de l'extrado de votre aile, ça fait des tourbillons. Ces tourbillons, ça fait plus un flux d'air constant, et ça ne permet plus de générer une portance suffisante pour maintenir votre avion en l'air. N'oubliez pas une chose, c'est que à cette force, cette loi de Bernoulli, il y a aussi le poids de l'avion qui s'y oppose, et vous avez une poussée, une traînée, hein, pour schématiser. J'ai trouvé ce petit site sympa pour montrer aux plus débutants d'entre tous comment ça fonctionne grossièrement. Voilà. Et on va tout de suite voir comment ça marche avec un petit spit. Bien, chers amis, nous voici avec notre petit Spitfire de la Seconde Guerre mondiale, et comme je vous disais, vous voyez, l'aile est relativement épaisse, et on se retrouve en compagnie d'un avion qui a une manière plutôt classique
malgré sa puissance et sa vitesse de pointe. Il a plutôt une manière, on va dire, classique de voler, hein, n'est-ce pas? Voilà. Des avions comme des Cessna ou des des modèles d'aéroclub ont encore ce type de profil d'aile, même si elle est haute pour certains. Hein, parce que vous avez des ailes hautes, là on a une aile de type basse. Voilà. Avec un avion, lui, qui va aller relativement plus vite, puisque, en fait, ce qu'on cherche à faire depuis l'ère moderne des aéronefs pour faire la guerre, on cherche à avoir des avions qui volent vite. Mais avant de voir qu'un avion vole vite, on disait donc que ce qui peut aussi faire, entre guillemets, décrocher un avion, c'est le manque de vitesse et la forte incidence. Vous allez voir que là, on va d'ailleurs réduire la puissance. Et petit à petit, on va augmenter l'incidence. Et on ira voir d'ailleurs en débriefing ce que ça donne. Là, vous voyez, la vitesse décroît. J'augmente mon nez, je monte jusqu'à un moment donné où je vais me retrouver en perte de vitesse totale et mon avion qui va devoir chuter. Là, ça vibre, et il me fait comprendre que ce qui lui arrive ne lui plaît pas et en fait, voilà, je perds le contrôle. Là, je fais plus rien, j'ai plus les commandes. Je récupère de la vitesse, forcément je récupère du contrôle. Donc là nous venons de décrocher. On peut la refaire hein, si on veut. On se remet néo. Pour que vous voyez bien ce qui se passe sur le côté. Ouais, je maintiens là le décrochage. On peut même partir en vrille, vous voyez. Hop, on reprend les filets d'air, on raccroche. On reprend du contrôle. Éviter le sur-régime, voilà. En gros, c'est ça le décrochage. Vous voyez, vous avez trop d'incidence et vos flux d'air sur les ailes, partout d'ailleurs. Hein. Vous n'avez plus assez de vitesse aérodynamique pour avoir du contrôle sur quoi que ce soit. C'est juste ça, hein, le décrochage. Voilà. Donc bien entendu, on peut mettre des volets pour augmenter la portance et du coup retarder l'effet du décrochage à basse vitesse. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit sur tous les petits avions hélices. Je ne vous montrerai pas sur Speed, effectivement, parce que quand on sort les volets sur ce type d'avion, regardez ce qui se passe. Déjà, ce ne sont pas des volets traditionnels. Et sur ce genre d'engin, quand vous voyez ce genre de volet, ça sert plus à freiner l'aéronef qu'autre chose. Hein. Ça ne sert pas vraiment à augmenter la portance. Parce que là, avec un profil d'aile comme ça, je vous garantis que de la portance, vous en avez assez sur énormément de configurations de vol. Hein. Ça, c'est vraiment un profil d'aile assez polyvalent. Mais le problème qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que, par erreur, certains sont allés chatouiller des domaines de vol pour lesquels ces ailes n'ont pas été conçues au départ. Et on va montrer tout de suite ce que ça donne. Bien, maintenant on se retrouve dans notre avion en haute altitude et à une bonne vitesse. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que le but c'est de vous montrer ce qui se produit sur ce genre de grosse aile. Comme on a dit tout à l'heure, gardez ça en tête, c'est que l'air qu'il y a à l'extrado de la voilure va plus vite que l'air de l'intrado, voire entre guillemets que votre vitesse aérodynamique à vous. Là on est à 230 nœuds indiqué. En miles par heure, ça fait 280, d'accord? Donc, je vais volontairement vous montrer, ça va casser l'avion, normalement. Ce qui se produit quand on va trop vite sur ces avions. Et on va après l'expliquer pourquoi, avec 2-3 petits schémas et du débriefing. Vous allez comprendre. Donc là, je suis toujours à 24 500 pieds, ça suffit hein, pour faire la démo. Donc là, je vais piquer. Et on va à fond. Ça tremble déjà. Là, j'ai des contrôles bizarres. Là, voilà, l'avion perd le contrôle. C'est vraiment très étrange ce qui se passe. Hop, là, j'ai cassé les ailerons. Et voilà.
Et là, normalement, j'ai même une inversion de commande, là, je viens de sentir. Donc forcément, on a craché l'avion, hein, puisqu'on a perdu le contrôle. L'avion s'est détruit. Au petit passage, regardez ce petit avion, le BF-109. Lui, il a été innovateur sur pas mal de sujets. Déjà un petit V12 inversé, puis là sur les bords d'attaque, il y a une innovation qu'il n'y avait pas à l'époque sur d'autres avions. Donc ça, on en parlera plus tard. Mais déjà, vous avez vu, ça crache mon avion. On va tout de suite débriefer, on va aller regarder de quoi il en retourne. Donc, que s'est-il produit? Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit logiciel qui s'appelle TagView, où on peut regarder un peu ce qui s'est passé durant votre vol. Voilà. Donc là, on a une vitesse aérodynamique réelle indiquée, voilà, true speed. On va voir notre Mach et on va voir notre angle d'incidence qui s'appelle angle of attack en anglais, d'accord? Donc pour démontrer le premier phénomène, donc le décrochage, vous allez voir, tout simplement, on peut pas refaire des filets d'air et tout, mais avec TagView, on peut voir pas mal de choses déjà. Vous voyez que là, en fait, votre AOA, il est faible. La vitesse décroît. Et en fait, ce que je fais, je laisse volontairement l'avion monter et perdre de la vitesse. Et regardez ce que fait l'angle d'attaque. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et quand on arrive à 18, même 20 degrés d'incidence, là, l'avion redescend. 21 degrés, vous avez vu? Et en plus, je n'ai plus de contrôle sur mes gouvernes. Voilà. Sous-entendu, l'air est trop perturbé en bord de fuite de mes éléments de manœuvre. Donc là, on va dire les ailerons et la profondeur. Et ben voilà, l'avion décroche. Je reprends juste de la vitesse en descendant. Il n'y a même pas besoin de remettre du moteur. Je vous refais l'expérience une deuxième fois pour vous montrer. Hein, si vous n'avez pas compris, mais regardez. Hop, là, je maintiens le nez, je fais exprès. Je tire sur le manche, on monte même à 28-30 degrés. Vous voyez ? Hop, on va faire une petite pause. Pourquoi? Regardez, hop là. En gros, là, entre ce ruban que vous avez ici et la corde de profil de votre aile, là, si on avait un rapporteur assez gros pour le mesurer, l'angle là, on verrait qu'il fait exactement 30,4 degrés. En gros, mon avion, il va par là. Donc mon air, il arrive là. Il a 30 degrés. Mais ici, il n'y a rien qui permet au filet d'air de rester accroché au-dessus de l'aile. Et du coup, ici, se produit le décrochage avec des remous, des turbulences, etc. Et votre avion tombe. Il tombe, pourquoi? Parce que lui, il lui faut de la vitesse pour continuer à pouvoir manœuvrer, s'orienter, voler, tout simplement. Là, il n'y a plus l'effet de Bernoulli que je vous ai expliqué juste avant. Il n'y a plus un filet constant, un flux d'air constant. Et ce flux étant absent, il n'y a plus la déportance et l'avion tombe. Tout bêtement comme une mouche. Voilà. Parce que là, il est soumis à la loi de Newton. Là, on va raccrocher les filets d'air, vous allez voir. Donc là, toujours cet AOA trop élevé. Et hop. Et là, je vais reprendre le contrôle. Parce que du coup, vous voyez l'angle d'attaque là, on le voit encore. Hein. 17 degrés, ouais, c'est pas déconnant. Quand vous prenez la trajectoire de mon avion, donc on va dire la trajectoire que fait l'air autour de l'avion, c'est pareil. Et la corde de profil de mon aile, vous avez bien environ 7 degrés. En gros, c'est ça, quoi. Pas mal. Maintenant, on va voir ce qui s'est produit quand on a cassé l'avion. Donc, toujours pareil, on a un nombre de Mach ici, on a la vitesse aérodynamique vraie, d'accord, la vitesse R vraie, entre guillemets. L'angle d'incidence, peu importe dans cet exemple, il n'y en a pas vraiment besoin. Hein. Mais là, ce que je vais vous montrer, donc, on est à 350 nœuds, on se met sur le dos, on va faire une descente en chute libre pour accélérer la vitesse autour de l'aile. Regardez le nombre de Mach, comment il augmente, c'est assez important. On est quand même à Mach 0,75 là, hein, avec un aéronef qui n'a pas du tout été conçu pour ça. Vous voyez? Et ce qui se passe en fait, c'est vraiment que notre air qui va sur l'extrado de l'aile, à un moment donné, il va plus vite. Il y a une espèce d'onde de choc qui va se former, qui va arracher les ailerons. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, le logiciel de débriefing considère que l'avion il est mort avant d'avoir impacté le sol. Vous voyez, on a vu l'impact là. Donc voilà. On a perdu le contrôle complet de l'appareil. J'ai même senti à un moment donné en tirant sur le manche que l'avion il repartait vers le bas. Ça c'est une inversion des commandes qui est due au fait que
les gouvernes de profondeur de ces aéronefs n'étaient pas du tout conçus pour le vol supersonique. Et en fait, le fait de les braquer, ça tordait dans le sens inverse votre gouverne de profondeur. Et ça faisait un effet d'inversion des commandes, dû à l'apparition de cette onde de choc. Onde de choc que voici. Voilà. Là, ça, j'ai rien inventé, hein, mais vous voyez très bien qu'en fait, sur une voilure conventionnelle, ce qui se passe, c'est que votre coulement devant l'aile, il va être supersonique. L'onde de choc, elle va apparaître ici en plein milieu. Et derrière une onde de choc, à chaque fois se forme une traînée d'onde. On va dire que l'écoulement d'air qu'il y a derrière l'onde de choc, il n'est pas du tout linéaire. Et du coup, en fait, là, sur un spit, ça fait des mouvements de va-et-vient tellement forts que ça arrache les gouvernes. Sur une gouverne de profondeur, en fait, quand vous allez vouloir la braquer, la force aérodynamique est tellement élevée et l'onde de choc perturbe tellement le flux d'air derrière que en fait, ça va avoir tendance à vriller, à tordre votre gouverne de profondeur plutôt que de faire bouger votre avion. Et du coup, ça va avoir un effet inversé. C'est-à-dire que quand vous allez tirer sur le manche, l'avion va vouloir descendre. Parce qu'en fait, c'est toute la gouverne qui va tourner. Voilà. Comme vous pouvez voir en dessous, on a déjà un premier aperçu d'une aile qu'on appelle supercritique. Ça, c'est plus un profil d'aile que vous allez retrouver sur les avions de ligne, parce qu'ils vont voler en subsonique, les avions de ligne. Mais pareil, du fait de leur superportance ici, on va avoir une onde de choc quand même sur l'extrado, mais on va essayer de la retarder par divers moyens que nous verrons dans la prochaine vidéo. Là où je voulais en venir déjà avec cette vidéo, c'est que les anciens avions, donc, ils avaient des vitesses de décollage et d'atterrissage relativement faibles, ils avaient une portance assez importante, et ils avaient donc une certaine maniabilité que n'avaient pas après nos chasseurs supersoniques de première génération. Voilà, c'est à ça où je voulais en venir dans ce premier épisode. Et du fait d'être allé plus vite après, forcément on a perdu, par rapport à un avion comme le Spit, certaines manœuvrabilités aux basses vitesses et aux atterrissages et au décollage. Et ça, ce sera pour le prochain épisode, chers amis. Sur ce, moi je vous laisse sur ces bons dires et sur cette bonne vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura appris des trucs. Et moi je vous retrouve la prochaine fois pour aller faire un petit peu de supersonique avec des avions un tout petit peu plus modernes. Et on va expliquer la forme de ces avions due à ces domaines de vol tout nouveaux au cours du début, voire milieu de guerre froide. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.